Quel est l'état de la ville de Verdun après la Première Guerre mondiale? Comment la loi encadre-t-elle la reconstruction? Cette ville, symbole de la Première Guerre mondiale, connaîtra-t-elle une reconstruction hors du commun? Voilà des questions auxquelles nous allons répondre. On a déjà abordé cette question avec le MOOC numéro 2. Rappelons simplement que les quartiers les plus touchés se situent entre la Meuse et la ville haute. Il faut également y inclure la citadelle haute, la gare et notamment le faubourg pavé, parce que le faubourg pavé contient de très grosses casernes et les Allemands ne sont pas sans l'ignorer. Ajoutons également, parmi les cibles favorites de l'artillerie allemande et des bombardements aériens, le parc à ballons de Belleville qui se situe juste à côté de Verdun. À part le centre-ville, des quartiers sont debout, mais toutes les maisons ont subi des dommages. Elles ont été également occupées par des soldats français qui ne les ont pas ménagées, qui les ont dégradées. Donc, une chose est claire, quand les Verdunois reviennent à Verdun en 1919, eh bien, les difficultés de relogement seront considérables. Il faut savoir que la loi impose de reconstruire en élargissant les rues, en les redressant, et Verdun veut ajouter également l'extension des quais le long de la Meuse. Un autre impératif également qui s'impose à Verdun, c'est percer les vieux remparts qui enserrent la ville, les remparts de Vauban. Le but, là, est de mieux relier le centre-ville avec les faubourgs. La municipalité veut également réserver des terrains, qui sont pour l'heure militaires, pour sa future industrialisation. Toutes ces idées se retrouvent en juillet 1917 dans le plan de l'architecte de la ville. C'est donc un plan ambitieux, mais qui impose beaucoup d'expropriations. Et devant cette difficulté des expropriations, eh bien, nous verrons qu'au fil du temps, ce plan va être amoindri. Amoindri face à la révolte des propriétaires et des commerçants du centre-ville, puisque c'est justement dans le centre-ville qu'on compte le plus d'expropriations. Un deuxième plan de la reconstruction de Verdun sera proposé, celui-ci en 1918. Il est surnommé Verdun-Pompéi et il est présenté par un ancien maire de Verdun, dont l'idée serait d'exproprier les rues les plus détruites du centre-ville, de les laisser en l'état, pour, comme on disait à l'époque, l'enseignement des générations futures, et montrer, là encore, comme on le disait, ce que fut la barbarie allemande, et un Verdun nouveau serait construit plus au nord, en direction de la gare. Ce plan ne sera jamais pris en considération par la municipalité, qui reste fidèle à son plan de 1917. Ce plan de 1917, on va justement constater qu'il va rencontrer énormément de difficultés pour obtenir l'approbation de l'État. Rappelons que l'État prend en charge 70% des coûts d'élargissement, de nivellement, de redressement des rues, donc il doit aussi approuver ces plans. Ça se passe en deux étapes. Première étape à la préfecture de Bar-le-Duc et seconde étape par le Conseil d'État. Et là, on va accumuler des retards considérables. Donc, ce qui signifie que la reconstruction n'est pas possible dans les rues qui sont concernées justement par les expropriations, par ces redressements de rues, etc. Donc, à bout de patience, le conseil municipal va brandir deux menaces de démission en juin 1921, en mars 1922, sans que cela produise réellement des résultats. Finalement, l'approbation de l'État arrive très tard, fin décembre 1922, après 3 ans de procédure. Et là, il faut y voir l'aide du ministre des Régions libérées, qui à l'époque s'appelle Louis Loucher. Mais cette reconstruction n'est pas au bout de ses difficultés. Se pose également la question du financement. Comment va-t-on financer cette reconstruction? Y aura-t-il une aide internationale? Que va-t-on faire également des vieilles fortifications qui enserrent la ville et qui l'empêchent d'aérer son tissu urbain? Et nous verrons pour finir donc quelques aspects du Verdun nouveau.